Bonjour chers internautes, ça fait un bail. Et oui, comme vous le savez, nous étions en train de travailler sur une œuvre qui relève beaucoup d'attention et beaucoup de compréhension. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la philosophie, notamment l'apologie de Socrate. Je vous rappelle que les œuvres étudiées sont bien examinées avant d'être établies. Bon, l'objet de notre étude s'intéresse à l'apologie de Socrate. Quand on parle de l'apologie de Socrate, on s'intéresse notamment au procès de Socrate, qui est l'un des procès les plus célèbres de l'Antiquité, accusé de corruption de la jeunesse, de négation des dieux ancestraux et d'introduction de divinités nouvelles. Le philosophe athénien Socrate est condamné à mort par le tribunal de l'Élie en Athènes en 399. Il est relaté par des disciples de Socrate, Platon et Xénophon dans leur apologie de Socrate respective. Mais avant d'en venir à l'œuvre, nous allons vous présenter le sommaire. D'abord, pour le procès, nous allons voir l'Élie, qui est le tribunal qui a jugé Socrate. Après, nous allons voir le procès de Socrate décrit par ses contemporains. Nous allons voir aussi les accusateurs, les chefs d'accusation et le déroulement du procès. Quand on parle de l'Élie, du temps de Socrate, l'Élie est le principal tribunal chargé de juger les procès. Sa création remonte peut-être au début du 5e siècle. Il est composé de 6000 citoyens tirés au sort chaque année. De ce fait, le système judiciaire est une sorte de doublé du système politique avec son assemblée. L'ecclésia, et l'on peut parler d'une justice populaire, les juges ou éliastes chargés de juger les procès du jour sont eux-mêmes tirés au sort chaque jour parmi les 6000 juges annuels. Ils sont rétribués pour leur fonction. Le nombre d'éliastes varie en fonction de l'importance du procès entre 201 et 2501. N'importe quel citoyen peut porter une accusation. Certaines de ces accusations qui ont reçu le sobriquet méprisant le sycophante, c'est-à-dire porteur de figue, sont des délateurs habitués parfois soudoyés pour porter des accusations contre autrui, souvent dans un but politique. La plainte est déposée auprès d'un magistrat, généralement l'archonte ou le thesmothète. Le jour du procès, l'accusateur ou les accusateurs et l'accusé parlent à tour de rôle. Leur temps de parole étant mesuré par le clepsydre, les juges votent ensuite en déposant un caillou dans l'une des deux urnes prévues à cet effet. Si l'accusation est rejetée, l'accusateur peut se voir infliger une peine. Si l'accusation est acceptée, il y a deux cas de figure. Soit la loi prévoit une peine et celle-ci qui est appliquée, soit la loi n'en prévoit pas. Dans ce dernier cas, et c'est celui du procès de Socrate, notamment qu'on va voir, accusateurs et accusés peuvent chacun proposer une peine et les juges décident laquelle à appliquer. Le procès de Socrate décrit par ses contemporains, je vous rappelle que je viens de vous élaborer le tribunal qui a jugé Socrate qui s'appelle l'Élie. L'Élie, c'est le tribunal chargé de juger des procès en Athènes. Maintenant, nous allons passer au procès de Socrate qui a été décrit par ses contemporains. Quand je parle de contemporains, le procès de Socrate a été décrit par Platon et Xénophon. Ce sont les deux descriptions les plus relatées et les plus fiables. Il y en a beaucoup d'autres qui ont décrit le procès de Socrate, mais les plus fiables, c'est Platon et Xénophon. Voilà. Les accusateurs, nous allons passer aux accusateurs. Les accusateurs de Socrate sont au nombre de 3. Mélotos, Anytos avec A-N-Y-T-O-S et Lincoln. Mélotos est un poète et sans doute lui qui a déposé la plainte auprès de l'archonte. Bien que dans leur apologie, Platon et Xénophon le fassent dialoguer avec Socrate. Il est peu vraisemblable que lors du véritable procès ait eu lieu un tel dialogue, à la manière habituelle des dialogues que Socrate entamait avec ses interlocuteurs. Mélotos apparaît chez Platon et Xénophon dans leurs œuvres comme un individu sans envergure et n'étant sans doute que le prête-nom d'Anytos. Anytos est un politicien issu d'un milieu plus modeste que celui des hommes politiques, appartenant aux anciennes familles aristocratiques
et qui avait dirigé jusque-là la cité. Il est tanneur. Qu'est-ce que c'est qu'un tanneur? C'est-à-dire qu'il exploite une main-d'œuvre servile dans un atelier de tannerie. Et c'est un homme riche, proche de Théramène et des modérés. Il rejoint cependant en exil Thrasybule lors du gouvernement des 30 en 404. C'est donc un homme politique en vue après la restauration de la démocratie parmi les plus puissants. Si l'on en croit Isocrate, Anytos est l'un des personnes du Ménon de Platon. Il y apparaît comme opposé aux sophistes qu'il juge dangereux pour la jeunesse. Lincoln est un personnage dont on sait peu de choses. Orateur, il est la cible de poètes comiques tels Eupolis et Cratinos, autant pour moi, appartenant à l'entourage d'Anytos. Il était sans doute chargé avec d'autres de soutenir ses intérêts dans les assemblées ou les procès. Voilà, maintenant, après avoir présenté les accusateurs, qui sont au nombre de 3, Meletos, Anytos, Lincoln, vous avez bien vu que j'ai fait leur biographie. Je vais passer au chef d'accusation. En avril 399 avant Jésus-Christ, Socrate se vit accusé par Meletos, ainsi que 2 de ses amis, Lincoln et Anytos, de 2 crimes découpés en 3 chefs d'accusation qui sont très importants pour comprendre l'apologie de Socrate. Voici les 3 crimes. Ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la cité, introduire des divinités nouvelles, corrompre les jeunes gens. Je répète, voici les accusations qui ont été requises contre Socrate. Ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la cité, introduire des divinités nouvelles, corrompre les jeunes gens. Voici les accusations. Maintenant, on va passer au déroulement du procès. Un aspect très important. Maison creusée dans la colline du Phénix est désignée comme la prison de Socrate. Le premier élément du procès est une accusation formelle que l'accusateur Meletos prononce devant l'archonte, un fonctionnaire d'État ayant principalement des responsabilités religieuses. Ayant décidé de recevoir la demande, l'archonte convoque ensuite Socrate pour qu'il paraisse devant un jury composé de citoyens athéniens pour répondre des charges de corruption de la jeunesse et d'impiété. Les juristes athéniens antiques sont choisis par tirage au sort à partir d'un groupe de volontaires masculins. Contrairement au procès moderne, les verdicts à la majorité sont plutôt la règle que l'exception. On peut trouver une satire de ces juristes dans la comédie d'Aristophane Les Guêpes. Vous pouvez aller voir cela. Ni Platon ni Xénophon ne mentionnent le nombre de juges, même si Platon suggère des limites claires. Seuls 30 votes auraient suffi à acquitter Socrate et que moins des 3/5 ont voté contre lui. Le procès se déroula en 2 temps. Dans un premier temps, on estime que 501 jurés furent réunis pour son jugement, car c'était le nombre habituel de jurés pour ce type de procès. Socrate refusa de lire un discours de défense qui avait été écrit à son attention par Lysias. Socrate préfère alors raconter sa vie aux jurés. Cette attitude lui vaut d'être jugé coupable avec 281 voix contre lui. Dans un second temps, il est question de choisir la peine encourue par Socrate, reconnu coupable. Au choix, la mort, ce que souhaitaient ses accusateurs, ou de payer une amende. Pour inciter les parties à une plus grande modération, le juge devait non pas déterminer leur propre sentence, mais choisir parmi les propositions des 2 parties du procès, l'accusateur Meletos et l'accusé Socrate. Celle qui leur paraissait la plus raisonnable, Socrate avait donc la possibilité de proposer une peine qui puisse être acceptée par le juge. Ça, il faut noter ça. Dans le procès, Socrate avait donc la possibilité de proposer une peine qui puisse être acceptée par le juge. Socrate, après avoir exprimé sa surprise d'avoir été condamné par une si petite majorité, propose qu'on lui offre un repas au Prytanée en récompense de ses actions envers la cité. Un honneur, quand on dit qu'on lui offre un repas au Prytanée en récompense de ses actions, c'est-à-dire un honneur immense accordé au bienfaiteur de la cité. C'est-à-dire, ce qu'il demande, c'est un honneur qu'on accorde aux bienfaiteurs de la cité et aux vainqueurs des Jeux olympiques, puis propose une mine de 100 drachmes. Quand je dis drachmes, c'était la monnaie athénienne, qui est un 5e de ses biens et un témoignage de sa pauvreté.
Finalement, il s'arrête sur la somme de 30 000, soit 3 000 drachmes, garantie par Platon et Crypton. Ses accusateurs proposent, en contrepartie, ses accusateurs proposent la peine de mort. Socrate, lui, veut qu'on lui offre un repas aux Prytanée, un honneur qu'on fait aux jeunes qui sont sortis dans les Jeux Olympiques. Voilà. Puis comment dirais-je, Platon et Citron, en contrepartie, lui demandent de fixer la somme à 30 000, soit 3 000 drachmes. Ce que Socrate va refuser. Ainsi, en contrepartie, ses accusateurs proposent la peine de mort. Son attitude finit par exaspérer les juges qui voient peut-être de l'arrogance. Socrate n'a pas arrêté de rappeler tout au long de son procès que ce n'était que vérité, et Socrate fut condamné à mort avec 30 voix de plus sur 501 votants d'après Platon. Socrate se vit alors condamné à boire un poison mortel qui est la cigue. Ayant eu pendant son emprisonnement l'occasion de s'enfuir, il refusa de le faire. Au motif que le respect des lois de la cité était plus important que sa propre personne. Lorsque Socrate entendit Xanthippe se plaindre en évoquant que cela était injuste, il lui répondit: aurais-tu préféré que ce soit justement Anytos et Mélotos peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire. Il répète: aurais-tu préféré que ce soit justement Anytos et Mélotos peuvent me tuer, ils ne peuvent me nuire. C'est une citation que j'aime très bien, citation très importante que vous pouvez trouver dans l'Apologie de Platon. Voilà. Les disciples de Socrate l'encouragent à fuir et les citoyens s'attendent à ce qu'il agisse ainsi. Mais il refuse en raison de ses principes, montrant son accord avec sa philosophie d'obéissance à la loi. Il va vers sa propre exécution en buvant la cigue, poison qui lui est fourni. Il meurt à l'âge de 70 ans. Chers amis, je crois que l'essentiel a été dit pour l'apologie de Socrate. Nous nous retrouvons dans quelques semaines pour une autre commentaire d'œuvre.